Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, celui aujourd'hui du Ford Kuga hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, leasing pour professionnels et particuliers, et Eddy, Electric by D'Ieteren, bornes et solutions de recharge. Autant vous le dire d'emblée, pour moi, le Ford Kuga hybride rechargeable, ça ne fait pas vraiment partie des véhicules qui, quand on vous annonce que vous allez pouvoir les essayer, eh bien, vous font sauter de joie. Et pour cause, au niveau de sa ligne, je le trouve un petit peu plan-plan, un petit peu passe-partout, un manque de caractère peut-être, mais c'est un avis très personnel, évidemment. Toujours est-il que ce Ford Kuga hybride rechargeable, il est sur la première marche du podium des meilleures ventes hybrides rechargeables en Europe sur les 6 premiers mois de cette année 2021. Il doit donc bien y avoir une raison. Eh bien, cette raison, je peux vous dire qu'après une semaine à son volant, je la connais, je les connais, elles sont multiples, je vous les détaille dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Dans 2 semaines, on a rendez-vous chez BMW, comme promis déjà et comme annoncé, pour l'essai de la 320e, petite sœur de la 330e, déjà essayée sur Charging Station, moins puissante, moins chère également, plus accessible. Que vaut-elle sur la route au quotidien pendant une semaine? Eh bien, vous le saurez dans 2 semaines sur Charging Station. D'autres essais très électrisant avant la fin de l'année, je vous en reparle tout à l'heure et notamment en 100% électrique. Le Ford Kuga, c'est normalement un SUV compact, sauf qu'au niveau de ses dimensions, il vient chatouiller la catégorie supérieure. 4,63 m, c'est sa longueur, 1,88 m, c'est sa largeur, 2,18 m avec les rétroviseurs déployés et 1,67 m, c'est sa hauteur. Petit détail simply clever, comme on dirait chez Skoda, regardez, quand vous ouvrez les portières, et c'est valable sur les 4 portières, vous avez une petite protection qui vient se déployer, voilà qui peut être très utile dans les espaces plus exigus. Sous son capot, ce Ford Kuga hybride rechargeable renferme tout d'abord un moteur essence de 2,5 litres de cylindrée qui développe 164 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique développant lui 61 chevaux, puissance combinée 225 chevaux et un 0 à 100 qui est atteint en un petit peu plus de 9 secondes. C'est pas un foudre de guerre, mais c'est largement suffisant. Pour alimenter son moteur électrique, ce Ford Kuga hybride rechargeable dispose d'une batterie haute tension de 14,4 kWh, batterie qui doit lui permettre de parcourir jusqu'à 56 km selon la norme théorique WLTP en cycle mixte et jusqu'à 70 km en milieu urbain. Qu'en est-il dans la vraie vie? La réponse tout à l'heure, évidemment. À la fin de cet essai, sachez que cette batterie, elle pèse 170 kg, elle est garantie 8 ans ou 160 000 km. Et ça, c'est pas mal. Pour recharger la batterie de ce Ford Kuga hybride rechargeable, ça se passe à l'avant du côté gauche. Vous le voyez avec sous la trappe un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif. Comptez 6 heures à peu près sur une prise domestique simple pour une recharge complète, un petit peu moins de la moitié sur une borne dédiée. Pas de recharge sur le courant continu, pas de connecteur, vous le voyez, combo CCS, pas de recharge donc super accélérée possible sur cette voiture. 3,7 kW sur le courant alternatif, c'est vraiment le minimum syndical. Concernant le carburant fossile, l'essence, ça se passe à l'arrière du côté gauche également, avec une trappe qui donne accès à un réservoir d'une capacité de 45 litres, de quoi envisager sereinement les plus longs trajets. Toujours concernant la recharge, Eddy Electric by D'Ieteren, partenaire de Charging Station, propose, vous le savez, en Belgique, un écosystème complet autour de la recharge des voitures électriques et hybrides rechargeables. À savoir, premier élément de cet écosystème, eh bien, la borne de recharge qui peut être connectée ou non. On connaît les avantages des bornes connectées et notamment de pouvoir démarrer et arrêter chaque session de recharge grâce au deuxième élément de l'écosystème, la carte de recharge ou le badge de recharge. Alors avec cette carte, eh bien, vous démarrerez et vous arrêterez chaque session de recharge. Vous rechargerez donc de manière sécurisée sur votre borne sans que personne d'autre ne puisse y avoir accès. Et puis en plus de ça, eh bien, vous aurez accès à plus de 100 000 points de recharge partout en Europe. Elle est donc à avoir absolument à portée de main dans la voiture, d'autant plus qu'elle est gratuite. Il n'y a pas de frais d'activation, pas de frais d'abonnement. Vous payez uniquement ce que vous consommez. Demandez-la dès aujourd'hui en cliquant sur le lien dans la description.
On l'a dit, pour un SUV compact, le Ford Kuga, il est plutôt grand, il est plutôt à la frontière en fait entre deux catégories. Est-ce que ça bénéficie à l'espace de chargement? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier. 435 litres, c'est le volume jusqu'à la tablette. 645 litres, c'est le volume jusqu'au pavillon. Et quand je vous dis jusqu'à la tablette, c'est très théorique puisque vous le voyez, eh bien, la tablette, le cache-bagages, il se soulève avec le haillon, ce qui est très pratique au quotidien. 1534 litres, ça c'est le volume total. Une fois que vous avez rabattu complètement la banquette arrière qui est fractionnable 1/3, 2/3, 60 litres de moins, c'est ce que vous aurez dans les versions qui sont équipées d'une roue de secours plutôt que d'un kit anti-crevaison. Ça se passe donc ici sous le plancher du coffre. Vous le voyez ici, on a un kit anti-crevaison et donc on a davantage de place. On peut occuper la totalité de l'espace disponible, notamment pour y placer les câbles de recharge. Alors on a bien sûr à gauche et à droite les petites manettes pour faire baisser la banquette arrière en deux parties. On a une prise 12 volts de type allume-cigare également dans cette voiture dans le coffre et puis un crochet également situé du côté gauche. Bref, tout est bien. Avant de prendre place au volant, de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Ford Kuga hybride rechargeable, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Eh bien, compte tenu de la dimension de ce Ford Kuga, je dois dire qu'on profite quand même à l'arrière d'un espace relativement généreux. Je mesure 1,90 m, je vous le rappelle. Le siège avant, il est réglé comme pour moi et vous voyez, grâce au fait que ce siège soit creusé, eh bien, je peux m'installer confortablement. J'ai pas les jambes trop repliées, j'ai pas les genoux trop en l'air. Donc c'est relativement agréable. Concernant l'équipement, on a évidemment les vitres électriques quand même. On a également les sièges chauffants sur cette voiture d'essai. Sièges chauffants sur deux positions et puis deux prises USB, une USB-A et une USB-C. Donc voilà, un équipement correct sur ce Ford Kuga hybride rechargeable. On a également un accoudoir central, tout ce qu'il y a de plus standard, avec deux emplacements pour des gobelets. Voilà, donc on est vraiment très correctement installé ici à l'arrière de ce Ford Kuga hybride rechargeable, avec tout ce qu'il faut, sans plus. Bienvenue à bord de ce Ford Kuga hybride rechargeable. Alors quand on s'installe au volant de ce Ford Kuga hybride rechargeable, la première impression est franchement positive, je dois bien vous le dire. La position de conduite idéale est facile à trouver, les sièges sont confortables, très agréables au toucher avec cette suédine et ce simili-cuir. Et puis visuellement, le tableau de bord est globalement plutôt flatteur. Ford n'a pas cédé à la mode des plastiques durs et du piano black à outrance et les matériaux qu'on retrouve sont globalement plutôt valorisants. Bref, j'ai été très positivement surpris. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose comme à chaque fois de faire le tour de ce tableau de bord. On va commencer par la portière conducteur avec en partie haute la poignée, le verrouillage centralisé, en partie intermédiaire les vitres électriques et les rétroviseurs électriques rabattables à la demande et puis en partie basse un vide-poche. À gauche du volant, sur le tableau de bord, on va retrouver l'ouverture et la fermeture du coffre, électrique donc, l'ouverture de la trappe pour le remplissage du réservoir d'essence, les réglages des phares et le réglage de la luminosité des écrans instruments et info divertissement. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, gestion du régulateur limiteur de vitesse, la gestion du centrage dans la voie de circulation et la gestion du volume et la fonction mute. À droite, on va retrouver la gestion du téléphone, la gestion de la commande vocale et la gestion de la partie centrale de l'écran instrument. On y revient dans un instant. Au niveau des commodos, derrière le volant, c'est du traditionnel. Du côté gauche, on va retrouver les clignotants, l'appel de phare, les feux de route, avec en plus le maintien dans la voie de circulation. Et puis à droite, les essuie-glaces avant et arrière. Derrière le volant, l'écran numérique de 12,3 pouces qui est donc personnalisable via la partie de droite ici sur le volant. On peut faire défiler en fait de manière verticale. Voilà les informations qu'on souhaite afficher sur la partie centrale du tableau de bord. Vous vous mettrez sur ce que vous voulez. En l'occurrence ici, panneau de signalisation. Ensuite, derrière sur le tableau de bord, vous le voyez, on a un affichage tête haute sur une lame rétractable. Les infos s'affichent avec mes réglages de siège, plutôt sur le capot, ce qui est moins agréable que le système du groupe Volkswagen qui affiche les infos quelques mètres en suspension devant la voiture. Voilà, c'est cette version-ci avec une lame rétractable me semble être un petit peu la génération précédente. C'est un peu moins la tendance maintenant. On est plus sur un affichage virtuel au-dessus de la route. Cela dit, ça fait le boulot évidemment. Deuxième écran, l'écran central d'infodivertissement. On y revient dans un instant. Et puis en dessous de l'écran, une première rangée de boutons avec de gauche à droite le volume, la caméra de recul avec affichage normal ou grand angle, le bouton Tune qui va vous permettre de changer de station en mode radio ou bien de zoomer, dézoomer quand vous êtes en mode navigation par exemple, les réglages du son, les commandes audio et la possibilité de mettre l'écran en vert
soleil ou de l'éteindre complètement pour un long voyage nocturne par exemple. En dessous de ces boutons, on retrouve les feux de détresse entre les deux aérateurs centraux. Un peu plus bas, sous les aérateurs, on retrouve tout ce qui concerne le chauffage et la climatisation qui est bisone dans cette voiture. Et l'équipement est vraiment très complet dans cette voiture d'essai avec les sièges chauffants, conducteurs et passagers, et à l'arrière aussi on l'a vu. Et puis le volant et le pare-brise chauffant. Un vide-poche ensuite avec d'une part 2 prises USB-A et une prise de type allume-cigare. Un chargeur par induction pour smartphone est également disponible, en option d'ailleurs. Et puis on a ensuite entre les sièges, à droite 2 porte-gobelets, c'est traditionnel. Et puis à gauche, on a le sélecteur de vitesse, le frein de stationnement électrique évidemment, la fonction auto-hold, donc le fait que la voiture se maintienne à l'arrêt quand vous levez le pied du frein, quand vous êtes à l'arrêt à un feu rouge par exemple, vous levez le pied du frein, la voiture ne va pas ramper comme sur une voiture à boîte automatique traditionnelle, donc la voiture se maintient en place. Les modes de conduite ensuite sur lesquels on reviendra dans un instant quand on sera sur la route, le réglage de l'affichage tête haute, le réglage de l'assistant de parking automatique, et puis les modes EV, EV Auto, EV Now, EV Later et EV Charge sur lesquels on reviendra également sur la route, ainsi que les capteurs de parking. Avant l'accoudoir, on retrouve un petit vide-poche supplémentaire, et puis enfin donc l'accoudoir central qui est coulissant, sous lequel on retrouve un premier petit compartiment amovible, ainsi que le compartiment principal. À propos de coulissant, sachez que les sièges arrière, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les sièges arrière sont également coulissants et inclinables. Voilà qui permet de faire également un bond en avant en termes de modularité par rapport à une certaine concurrence. Quelques mots sur l'écran central d'infodivertissement qui n'est pas gigantesque en termes de taille, mais c'est largement suffisant. Il est évidemment tactile, un écran malheureusement dont la réactivité par contre n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a certaines latences à certains moments quand on appelle les menus. Là en l'occurrence ça se passe bien. Là vous voyez c'est un petit peu plus lent. Voilà, donc des fois ça fonctionne très rapidement, d'autres fois c'est pas vraiment le cas. Donc ça dépend un petit peu des menus dans lesquels on va se retrouver. Ici on a donc en partie inférieure des raccourcis vers les fonctions audio, téléphone, navigation, les applications et les réglages. Ici au-dessus, on a quoi qu'il arrive toujours la petite maison qui vous ramène sur le menu principal. Un menu principal ici, vous avez toutes les informations de base à partir desquelles vous pouvez naviguer là aussi, et notamment en ce qui concerne la recharge. Ici, on a donc le menu audio. Vous voyez que c'est pas évident en termes de réactivité parfois, des petites latences, je vous le disais. Donc le menu audio avec possibilité de naviguer entre toutes les sources audio, AM, FM, DAB+, et l'audio Bluetooth du téléphone. Ensuite, le téléphone justement, vous pouvez évidemment connecter votre téléphone portable Android ou Apple CarPlay. Il est bon de signaler que Apple CarPlay et Android Auto fonctionnent évidemment dans cette voiture, mais pas sans fil malheureusement. Ça c'est un gros plus qu'on a dans le groupe Volkswagen par exemple, où on a justement Apple CarPlay, Android Auto sans fil. En termes d'efficacité, d'usage tous les jours, c'est franchement bien. Ici c'est pas le cas malheureusement, on va rappeler le petit menu. Ici les applications. Applications que vous allez pouvoir télécharger également sur le store propre à Ford à l'aide de votre téléphone. Et puis les réglages ici voilà sur 3 pages je pense. Vous voyez qu'en termes ça ne veut pas. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu compliqué parfois. Voilà, donc 3 pages ici de réglages. Franchement, ça a l'avantage quand même si ce n'est pas tout à fait réactif, mais ça a l'avantage d'être particulièrement clair, particulièrement intuitif, ergonomique. Et finalement, c'est ce qu'on demande à un système d'infodivertissement. On a parfois des systèmes qui sont très compliqués avec des menus, des sous-menus, etc. C'est source de distraction. Ici, pas du tout. On a quelque chose de très très clair, très simple. Certains diront simpliste, mais en tout cas, ça fonctionne. On voudrait juste que ce soit un petit peu plus réactif, un petit peu plus fluide en fait. En plus de l'inévitable silence de fonctionnement, les 2 maîtres mots à bord de cette voiture, c'est incontestablement confort et douceur. Je n'imaginais pas avant d'en prendre le volant que ce Ford Kuga proposait un tel niveau de confort. Franchement, il prend soin de son conducteur et globalement, il prend soin de tous ses occupants et c'est vraiment très très agréable au quotidien. Le confort, ça passe inévitablement également par les sièges qui dans cette voiture sont à réglage électrique, qui sont chauffants également, des sièges qui proposent d'ailleurs des réglages d'une belle amplitude, ce qui permet à tout un chacun de trouver sa position de conduite idéale. Un petit bémol tout de même, c'est le maintien latéral qui, en conduite un petit peu plus dynamique, va pour certains être un petit peu insuffisant.
Au rayon des aides à la conduite, comme pour le Ford Explorer d'ailleurs essayé la semaine dernière, eh bien mention spéciale pour le maintien dans la voie de circulation qui est en combinaison avec le régulateur de vitesse adaptatif, particulièrement convaincant sur cette voiture. Franchement, ça procure un beau sentiment de sécurité. Pour le reste, on a évidemment tout l'arsenal habituel, l'avertisseur d'angle mort, l'avertisseur de trafic arrière également, le front assist, etc., etc., etc. Donc tout l'arsenal habituel de série ou en option, mais vraiment la mention spéciale pour le maintien dans la voie, le centrage sur la voie de circulation qui est vraiment très très efficace. Si ce Ford Kuga s'apprécie davantage en conduite cool, c'est pas tant au niveau des qualités de son châssis qui sont vraiment très très bonnes, excellentes même. Franchement, on peut prendre beaucoup de plaisir au volant de cette voiture, sauf que la conduite dynamique, elle va être entravée par deux éléments en particulier. Le premier, je l'ai dit, c'est le manque de maintien latéral au niveau des sièges, ce qui fait que vous allez devoir vous battre pour rester sur le siège, c'est pas très agréable. Et puis le deuxième élément, c'est lié à la transmission de la voiture, une transmission CVT, c'est-à-dire une transmission à variation continue, comme ce qu'on retrouve chez Toyota par exemple. Alors d'un point de vue de l'efficacité énergétique, c'est très très efficace, c'est très très bien. Par contre, au niveau de l'agrément de conduite, c'est pas ce qui se fait de mieux quand vous avez, si vous avez tendance à appuyer de manière un petit peu forte sur l'accélérateur en conduite dynamique. Donc, eh bien, vous allez avoir le moteur qui va se mettre à hurler, ce qui est dommage parce qu'en conduite cool, le moteur dans cette voiture, il est plutôt discret, l'insonorisation est excellente et donc c'est vraiment comme ça qu'on l'apprécie le mieux. C'est pas vraiment en faisant hurler le moteur et la transmission sur des phases un petit peu plus appuyées, dynamiques, etc. avec le manque de maintien et tout, donc voilà, c'est pas très chouette. Donc en conduite, en bon père de famille comme on dit, vous allez l'adorer. En conduite dynamique, un petit peu moins. Si dans cette voiture, les bruits qui viennent du moteur thermique sont bien maîtrisés, notamment en conduite cool, eh bien sachez que les bruits aérodynamiques et les bruits de roulement sont eux aussi bien maîtrisés. C'est les bruits qu'on entend en général beaucoup plus sur une voiture électrique ou électrifiée quand on est en 100% électrique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autres bruits et donc forcément tous ces bruits-là ressortent énormément. Dans cette voiture, pas du tout. On a vraiment une très très belle maîtrise au niveau du bruit, au niveau du son, ce qui ajoute évidemment du confort au confort et ce qui va même amener finalement une petite touche de premium. On se sent dans un petit cocon très silencieux, quoi qu'il arrive, bruit de roulement, bruit aérodynamique et bruit de moteur en roulant cool, tout ça vous n'entendez pas et c'est très agréable. On le sait, sur les voitures électrifiées, la capacité de traction est inférieure aux équivalents à moteur thermique, 100% thermique. Cela dit, ce Ford Kuga peut tout de même tracter une charge freinée d'1,5 tonnes. Non freinée, ce sera la moitié, 750 kg. Faible adhérence et assistance neige-sable sont les deux modes de conduite un petit peu plus exotiques qu'on retrouve dans cette voiture et qui peuvent vous sortir d'un mauvais pas et qui sont toujours donc les bienvenus en plus des modes de conduite traditionnels, à savoir Eco, Normal et Sport. Eco, ce sera plus d'efficience, des performances un petit peu dégradées mais plus de kilomètres en 100% électrique et moins de consommation. Normal, c'est le mode par défaut, c'est le bon compromis. Et puis Sport, évidemment, c'est toute la puissance disponible avec une consommation qui évidemment sera nettement moins intéressante. Et je vous rappelle que sport, tout est relatif dans cette voiture. On va dire un peu plus dynamique, on va pas vraiment dire sport, c'est pas une voiture sportive non plus. Voilà, donc ça c'est pour les modes de conduite en général, 3 traditionnels, 2 plus exotiques qui sont les bienvenus parce qu'ils peuvent vous sortir à un moment donné d'une mauvaise passe. Outre les 5 modes de conduite, il y a donc 4 modes d'entraînement dans cette voiture, EV Later, EV Now, EV Charge et EV Auto. Alors ça correspond à quoi? Eh bien EV Auto, vous laissez la voiture choisir quand il est nécessaire d'activer le moteur électrique et ou le moteur thermique. C'est le mode par défaut, vous laissez la voiture décider, vous ne vous occupez de rien. Le mode EV Now, là vous demandez à la voiture de forcer le mode 100% électrique et ça fonctionnera évidemment tant qu'il y a de l'électricité dans la batterie. EV Later, ça veut dire que vous voulez garder l'état actuel de la batterie intact, elle ne va pas aller puiser dedans et vous allez pouvoir du coup l'utiliser plus tard sur votre trajet dans un centre-ville par exemple. Et puis EV Charge, là par contre la voiture va surconsommer. Pourquoi? Eh bien parce que vous demandez à la voiture, en plus de rouler avec son moteur thermique, eh bien d'utiliser ce même moteur thermique pour recharger la batterie, ce qui va engendrer évidemment une plus forte consommation. Au quotidien, EV Later et EV Charge, vous n'allez pas franchement les utiliser tout le temps. Par contre, le mode auto, EV Auto, vous allez plutôt l'utiliser sur des longs trajets qui dépassent la capacité de la batterie sur une seule charge. Et par contre, EV Now, c'est-à-dire le 100% électrique, là vous pouvez le forcer effectivement quand vous savez que vous allez faire un trajet qui ne dépasse pas la capacité de la batterie. Et donc vous allez pouvoir tout faire sur cette batterie. Là c'est plutôt sympa. Donc petit trajet EV Now, plus long trajet EV Auto.
Un petit mot concernant la direction et le diamètre de braquage dans cette voiture. 11,5 mètres, c'est la valeur pour le diamètre de braquage. Au quotidien, franchement, la voiture elle est très agréable du point de vue de sa direction, avec ce diamètre de braquage qui n'est pas un record en la matière évidemment, des 100% électriques comme la Volkswagen ID3, ID4 et les cousines du groupe Volkswagen font largement mieux avec leur moteur électrique à l'arrière et donc plein de places disponibles à l'avant pour braquer. On est au moins 1 mètre en dessous en termes de diamètre de braquage, avec 10,2 mètres je pense pour ces voitures-là. Donc ici voilà, on n'est certainement pas sur un record, mais bon, au quotidien franchement elle s'utilise très agréablement. Le volant est très agréable, donc ça participe aussi à l'ensemble, à rendre l'ensemble plutôt sympa. Volant très sympa, et puis on a une direction qui est ni trop assistée ni trop dure. On a un bon compromis entre les deux. Trop assisté, c'est pas agréable parce que même si on peut tourner la direction avec le volant avec le petit doigt, c'est pas agréable parce qu'on a un manque de sensation, de feedback au niveau de la direction. Et puis trop dur, c'est pas gai non plus parce qu'à la longue et certainement en milieu urbain, c'est un petit peu fatigant. Donc là, bon compromis, diamètre de braquage 11,5, on est dans la moyenne et on a un volant qui est très agréable, une direction très agréable. Dans ce Ford Kuga, on n'a pas cédé chez Ford à la mode du downsizing, c'est-à-dire proposer des petits moteurs, des petites cylindrées. On est en présence d'un 2,5 litres et donc ça se ressent aussi au niveau du son. Quand le moteur se met à être un petit peu plus sonore, eh bien c'est pas désagréable parce qu'on n'est pas sur un moteur qui va sur un petit moulin qui va hurler. Et donc c'est très gai finalement. Même quand le moteur est un petit peu plus audible, eh bien c'est pas désagréable. On est dans quelque chose qui finalement est un peu valorisant parce qu'on est quand même en présence d'une cylindrée plus importante que sur certaines concurrentes qui proposent des moteurs nettement plus petits de 1400 ou 1600 cm3 qui sont pas forcément très agréables à l'oreille. Ici, franchement, les basculements entre moteur électrique, moteur thermique, la synchronisation des deux, etc., ça se fait de manière quasi imperceptible. On n'entend pas trop, on a juste de temps en temps quand le moteur thermique est un petit peu plus audible, toujours en conduite cool, eh bien on a ce son un peu rauque en fait du moteur thermique qui est franchement pas désagréable. Donc c'est une sensation très agréable globalement au volant de cette voiture et notamment au niveau sonore, au niveau des passages de vitesse, au niveau de l'allumage du moteur thermique et du switch entre thermique et électrique. Le point de bascule entre le freinage par friction et le freinage par récupération d'énergie sur cette voiture, il est assez clair. Alors comme sur toutes les voitures électrifiées qui proposent de la récupération d'énergie, on a une sensation à la pédale qui est un petit peu mollasse. On a un manque de fermeté au niveau du freinage, un manque de mordant au niveau du freinage. Mais franchement, voilà, c'est une question d'habitude, on s'habitue à tout. Et donc en utilisation quotidienne, au bout d'une semaine, on a clairement oublié sa référence d'avant. Et donc le freinage, il est tout à fait satisfaisant. Il y a juste, faut s'habituer, voilà, à avoir un freinage qui en début de course de pédale est un petit peu moins mordant que ce qu'on pourrait retrouver sur une voiture non électrifiée. Sur cette voiture, il n'est pas possible de moduler la récupération d'énergie avec des palettes au volant par exemple. Et franchement, c'est pas gênant. Il y a deux modes. Il y a le mode par défaut qui vous propose une décélération très progressive, donc une faible récupération d'énergie quand vous allez lever le pied de la pédale d'accélérateur. C'est ce que vous allez utiliser sur les voies rapides par exemple. Et puis quand vous êtes en ville, vous activez le mode L sur le sélecteur de vitesse. Là, vous allez avoir un ralentissement qui est plus important quand vous levez le pied de la pédale d'accélérateur. Et donc en ville, vous allez devoir beaucoup moins utiliser la pédale de frein, ce qui est le but évidemment. Et donc voilà, entre les deux, il n'y a pas vraiment lieu d'avoir 5-6 niveaux différents de récupération. Ça ne sert à rien selon moi. Là, vous avez deux systèmes qui fonctionnent. Récupération plus ou moins importante en fonction de là où vous vous trouvez, sur des voies rapides ou en milieu urbain. C'est suffisant. Sur cette voiture, pas de caméra 360, contrairement au Ford Explorer essayé la semaine dernière. Mais il faut dire que sur cette voiture, c'est peut-être moins utile que sur l'Explorer qui fait plus de 5 mètres avec un profil de boîte à chaussures. Donc c'est vrai que voilà, sur cette voiture-ci, on peut s'en passer. Sur l'Explorer, c'est plus compliqué. Donc pas de caméra 360, mais une caméra de recul qui propose deux vues différentes. Une vue normale et une vue large donc de l'arrière de la voiture. Cette voiture, elle dispose des phares LED adaptatifs de Ford qui sont extrêmement convaincants, des phares LED dynamiques qui au quotidien, franchement, vous permettent de rester en permanence avec les pleins phares allumés sans éblouir les personnes que vous suivez et les personnes que vous croisez. C'est très efficace. Alors sur certains modèles que j'ai essayé récemment, ces éclairages n'étaient pas tout à fait parfaits, notamment quand les phares des voitures que vous croisez eh bien, sont masqués par une haie, par exemple, une haie centrale, et que vous avez le poste de conduite sur un camion, par exemple, qui est surélevé.
savez, eh bien la voiture avait tendance à laisser le plein phare ne voyant pas les phares du camion et donc éblouir le conducteur du camion, ce qui est assez désagréable évidemment pour le conducteur du camion et puis pour vous puisque vous prenez des appels de phare. Donc c'est pas très agréable. Sur celle-ci, c'est pas du tout le cas. On a un calibrage qui est parfait. Les pleins phares s'allument quand c'est nécessaire, ils s'éteignent quand c'est nécessaire et ils jouent de leur système adaptatif quand c'est possible là également, ce qui permet d'avoir en permanence eh bien, la concentration ailleurs que sur les phares. Vous ne devez plus vous en occuper, la voiture gère absolument tout elle-même. Avant de m'arrêter quelques instants pour vous parler consommation et autonomie réelle avec ce Ford Kuga hybride rechargeable, un petit bilan sur la route, hein, c'est ce que j'aime faire depuis 2-3 essais maintenant, avoir pour ne rien oublier, voilà un petit moment où on va se parler effectivement de ce qui se passe sur la route. Franchement, il est extrêmement positif ce bilan, vous l'aurez compris. Hein. La voiture, elle est très très confortable, on se sent bien à l'intérieur. Alors je ne vais pas dire que c'est un intérieur qui est cosy, hein, pas du tout, mais on n'est pas dans un intérieur un peu cheap comme on peut retrouver sur certaines voitures et parfois des marques premium en ce moment. Confer il y a 2 semaines. Non, on est vraiment sur un intérieur qui est plutôt valorisant. Les sièges sont très agréables à regarder et très agréables tout court d'ailleurs quand on s'y installe. Donc franchement, la voiture, elle est hyper agréable. Il n'y a pas de défaut majeur. Il y a des petits détails comme le maintien latéral en conduite dynamique. Voilà, ça peut être un peu insuffisant. Mais de nouveau, voilà, c'est des détails qui vont concerner que très très peu de personnes puisque finalement, cette voiture, la plupart, vous n'allez pas l'utiliser en conduite dynamique. Vous allez l'utiliser en bon père de famille au quotidien. Et de ce point de vue-là, franchement, elle va vous rendre de fiers services. Il n'y a aucun défaut majeur sur cette voiture. Et je comprends maintenant pourquoi elle est sur la plus haute marche du podium des ventes depuis 6 mois maintenant, sur les 6 premiers mois de l'année en 2021 en Europe, parce que cette voiture, elle a de vraies qualités, vraiment. Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de ce Ford Kuga hybride rechargeable et pour la conclusion de cet essai, eh bien parlons consommation et autonomie réelle en mode 100% électrique. Alors durant cette semaine d'essai, j'ai parcouru beaucoup de kilomètres, beaucoup plus que d'habitude. J'ai pas mal roulé cette semaine sur autoroute notamment et donc bien au-delà de la capacité réelle de la batterie pour rouler en 100% électrique sur quelques dizaines de kilomètres. On va détailler ça dans un instant. Donc autonomie théorique en 100% électrique avec cette voiture, c'est 56 km en cycle mixte. J'ai parcouru donc cette semaine 1240 km, c'est beaucoup plus que les 400 à 600 habituels, donc 1240 km et la consommation moyenne d'essence s'établit à 3,3 litres. Et ça, c'est une valeur qui est très basse, qui est très intéressante. Pourquoi? Eh bien parce que cette semaine, je vous le disais, j'ai fait beaucoup de kilomètres et donc forcément des parcours durant lesquels la batterie était souvent déchargée, sans possibilité parfois de recharger à destination. Je devais attendre de revenir chez moi pour recharger. Je recharge en général chez moi et sur mon lieu de travail. Là, c'était pas le cas évidemment, donc la consommation forcément elle décolle, mais donc atteint un niveau qui n'est pas si élevé que ça, 3,3 litres. Je trouve ça vraiment remarquable compte tenu de ce que j'ai parcouru comme kilomètres cette semaine et du peu de solutions de recharge que j'avais à disposition lorsque j'allais en fait à pas mal de rendez-vous chaque jour de cette semaine, assez loin de chez moi. Donc voilà, chose intéressante également, j'ai parcouru près de la moitié, en fait quasiment la moitié en fait, des 1240 km de cette semaine en 100% électrique, donc du 100% électrique et du thermique assisté par l'électrique, donc 100% électrique, la moitié des kilomètres, ce qui exactement, eh bien, est la même proportion que celle observée par Ford auprès des possesseurs de Kuga hybride rechargeable. En général, c'est la moitié des kilomètres qui sont parcourus en 100% électrique, donc de manière silencieuse et de manière relativement économique, voire même très économique, même en cas de hausse du prix de l'électricité, puisque vous le savez, le prix de l'essence, lui, il n'est pas du style à être à la baisse non plus. Donc on reste dans des proportions qui restent relativement similaires. Sur autoroute, combien de kilomètres en 100% électrique? Eh bien, on sera à un bon 35 km sur autoroute. En cycle mixte, on tourne aux alentours de 50 km selon qu'il y a plus ou moins de voies rapides. On peut même dépasser les 50 km. De chez moi à mon lieu de travail, il y a précisément 48 km dont 2 tiers au moins sont sur autoroute et je suis parvenu à faire ces 48 km au kilomètre près. C'est une question de centaines de mètres. Il restait 1 km quand j'arrive à destination générale. Je l'ai fait 2-3 fois cette semaine, je l'ai répété 2-3 fois. Chose importante, j'avais activé le préchauffage via l'écran d'infodivertissement. Donc quand
je rentrais dans la voiture, elle n'avait pas à se préchauffer, à chauffer l'habitacle. C'était déjà fait en étant branché sur la borne chez moi. Donc ça, c'est une précision importante. Ça permet donc d'atteindre ces 48 km en ce qui me concerne. En évitant les voies rapides, on peut évidemment se rapprocher, voire dépasser les 56 km. Et si on est en milieu urbain exclusivement, on pourra sans doute tendre vers les 70 km qui sont annoncés donc en milieu urbain en évitant les voies rapides. Batterie vide sur autoroute, combien consomme-t-elle? Eh bien, elle est restée la consommation sous les 6 litres au 100, quoi qu'il arrive. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est plutôt pas mal, franchement. Une semaine donc qui se clôture en beauté avec cette voiture, ce que j'aurais pas imaginé à la base. Cette voiture à la base, pour moi, c'est pas un coup de cœur esthétiquement. Je vous en parle dans un instant dans la conclusion, mais j'ai été bien bluffé quand même. Avant de passer à la conclusion, parlons du prix de ce Ford Kuga hybride rechargeable, disponible en Belgique à partir de 41 100 € en version Titanium. 42 800, ce sera pour la version ST-Line. Ensuite, le prix passe à 45 700 € pour la version ST-Line X et 48 500 € en finition haut de gamme Vignal. En France, les prix de base vont de 38 600 € pour la version Titanium à 46 000 € pour la version Vignal. Rendez-vous sur le configurateur en ligne de Ford pour découvrir ce Ford Kuga, le configurer et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, notre partenaire Arval propose des solutions de leasing pour les entreprises et les particuliers. Dans les deux cas, le principe il est le même. Vous payez le même loyer du premier au dernier mois et tous les services sont inclus. C'est donc les formules sans souci, zéro tracas. Tout est inclus comme par exemple le remplacement des pneus ou encore les entretiens. Il n'y a pas de surprise d'un mois à l'autre concernant votre budget voiture. Alors pour les sociétés, ce sera le leasing opérationnel. Pour les particuliers, ce sera le private lease, le bien nommé. Surfez donc sur arval.be pour découvrir toutes les solutions proposées par notre partenaire et puis obtenir un prix, une offre évidemment. Alors si vous nous suivez depuis la France, eh bien des formules similaires existent, elles sont un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes et rendez-vous là sur arval.fr. Au moment de récupérer les clés de ce Ford Kuga hybride rechargeable il y a une semaine, je n'imaginais pas quel allait être mon parcours du combattant. Non pas de devoir rouler une semaine avec lui, ça a été vraiment très agréable, mais plutôt de devoir lui trouver des défauts, quelques défauts, histoire de ne pas paraître complaisant à l'extrême durant cet essai. Outre son grand confort, son silence de fonctionnement, ses équipements qui, même s'ils sont loin d'être tous de série, fonctionnent vraiment bien, ou encore ses performances largement suffisantes et son appétit mesuré, j'ai donc quand même trouvé quelques bricoles. Un manque de soutien latéral en conduite dynamique, même si la conduite dynamique n'est de toute façon pas sa tasse de thé, et puis un moteur un peu sonore quand il est sollicité au-delà du raisonnable, mais un moteur qui, il faut bien le dire, reste bien à sa place et sait se faire oublier dans 95% des situations. Bref, quelques petits défauts, mais rien vraiment de rédhibitoire. Je comprends donc parfaitement qu'il soit numéro 1 des ventes en hybride rechargeable cette année sur les 6 premiers mois. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Rendez-vous dans 2 semaines, on l'a dit, chez BMW avec l'essai de la 320e hybride rechargeable, petite sœur de la 330e essayée il y a quelques mois sur Charging Station. Et puis ce sera le grand retour des essais 100% électriques que vous attendez tant chez Mercedes, tout d'abord avec la grande berline EQS. Ça promet avec son écran intérieur, son tableau de bord hyper screen. On attend d'essayer ça avec impatience. À l'autre bout de l'univers automobile, on aura rendez-vous chez Dacia avec la Dacia Spring qui va se vendre évidemment comme des petits pains. Ce sera la vraie version client. Ce n'est pas la version pour l'autopartage dont vous avez peut-être déjà vu des essais sur internet. Là, ce sera la vraie version commandée pour le particulier. Et puis entre les deux, on a rendez-vous chez Kia avec une autre future star, c'est la Kia EV6. Pour toutes ces bonnes raisons, eh bien abonnez-vous à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité et à bientôt.